Tôt ce matin, l'armée est-allemande préparait le terrain près de la porte de Brandebourg et la foule attendait impatiemment. C'est la victoire de la liberté. L'Union soviétique s'est réveillée ce matin avec un coup d'État. Durant la nuit, des éléments conservateurs du régime ont renversé le président Gorbatchev en prétextant que le pays était au bord de l'éclatement. Le 25, Gorbatchev démissionne et le drapeau rouge est retiré du Kremlin. On arrive au début des années 90, l'URSS est en train de se dissoudre et c'est à ce moment-là que j'écris une étude qui s'appelle « Technique offensive et guerre économique », lue par Édith Cresson, qui devient Premier ministre. Elle l'avait comprise, elle l'avait appréciée et elle en avait tiré un certain nombre d'idées. Et à partir de cette étude, elle a eu l'idée de permettre la création au commissariat général Plan d'un groupe de travail présidé par Henri Martre. Et grâce à Édith Cresson, je suis devenu le conseiller spécial d'Henri Martre. Mon ambition, si on peut parler d'ambition à l'époque, c'était vraiment de mettre à plat les problèmes de rapport de force économique pour un pays comme la France. Monsieur Martre et son équipe ont fait un travail remarquable, d'aboutir à un rapport. Après, il fallait le faire vivre, ce rapport. Il fallait que ça se concrétise par des actes. Et c'est grâce à une toute petite équipe, au sein de laquelle étaient Christian Arbulot, Jean-Louis Levet, quelques autres, qu'on a finalement réussi à ce que ce concept attire l'attention et soit retenu comme quelque chose d'intéressant. Mais quand on voit les contrats que la France a perdus dans le domaine du nucléaire et dans d'autres secteurs, on peut se dire qu'effectivement, il y a encore beaucoup à faire. On avait un rapport, on avait inventé un concept, c'est vrai, l'intelligence économique. On avait une analyse comparée de pays qui montrait que les rapports de force économiques pouvaient exister en temps de paix et qu'ils étaient fondés notamment sur l'utilisation très offensive de l'information. Mais en 1994, date de sortie du rapport, 95% des gens ne voulaient pas imaginer que la guerre économique soit quelque chose de concret. La révélation au grand jour d'une affaire d'espionnage opposant Paris à Washington suscite pas mal de vagues en France et aux États-Unis. Les journaux ont traité la nouvelle sans fioriture, ajoutant toutefois au passage que l'espionnage économique est une pratique courante, même entre pays amis. Après la sortie du rapport Martre, en fait, il nous fallait un second souffle. J'ai écrit en 92 un livre chez Economica qui s'appelait « La machine de guerre économique ». Et sur la 4e de couverture, j'émettais le vœu de créer une école. Il allait falloir expliquer, réexpliquer. Et pour ça, il allait falloir former les individus. Les médias nous ont donné un coup de main, si je puis dire. On a eu cette chance d'avoir ce passage dans une émission à l'époque qui était relativement connue, qui avait un certain succès même, qui s'appelait La Marche du ciel. On est en train de basculer d'un monde dans un autre. On parlait d'aéronautique. Le problème, c'était que durant cette émission, à laquelle participaient pratiquement toutes les personnes qui avaient joué un rôle dans le rapport Martre, y compris d'autres en appui comme l'amiral Lacoste, le discours était le même. Il faut agir. Il faut sortir de ce tunnel d'incompréhension sur les rapports de force économique. Une fois de plus, on allait buter sur la non-volonté. Et là, il ne nous restait plus qu'à prendre nos bâtons de pèlerin et essayer de voir comment on allait créer une telle école. Qui nous a aidés à ce moment-là? Qui ne nous a pas tourné le dos? Des militaires. Des militaires qui avaient compris. Des militaires qui, par leur propre chemin, sentaient bien qu'il y avait un problème qui ne cessait de prendre de l'importance sans qu'on daigne lui accorder la moindre importance. Alors qui, par exemple? Le général Mermet, qui dirigeait une filiale d'un groupe dans lequel j'étais salarié, qui s'appelle Défense Conseil International. Le général Pichot-Duclos. Et je me vois avec ces deux généraux allant au contact de grandes écoles, allant à Poitiers, pour voir si on pouvait implanter une démarche de formation quelque part, si on avait une écoute. Notre va-tout, c'était quoi? C'est qu'on avait réussi
à établir un contact avec une petite école de commerce qui était encore connue, mais qui était sur le déclin. Et grâce à son chargé de communication, Benoît de Saint-Cernin, le contact avait été établi entre nous et son patron, Monsieur Joseph. Et on a réussi à le convaincre que ce projet avait du sens. Et ça relevait du miracle, vu l'ambiance de l'époque, vu la difficulté de faire avancer des idées nouvelles. On était très peu à penser qu'on pouvait réussir. Et on a eu la bonne surprise de voir que tout le travail qu'on avait accumulé depuis la fin des années 80 jusqu'à cette fameuse année 97 où apparaît l'école de guerre économique, eh ben, elle nous amène quand même au départ une trentaine d'étudiants. Et ça, pour nous, c'était déjà une énorme victoire. Avoir 30 étudiants dans un enseignement qui n'existait pas, reconnu par personne, et avec uniquement comme capital de départ notre fameuse culture écrite, ces nouvelles grilles de lecture, et d'une certaine manière, et j'ose le dire, cette envie de servir la France, sans uniforme. C'est ça qui nous a donné le courage de continuer, l'envie de continuer. C'était ça l'enthousiasme au départ. Qui nous a donné la reconnaissance? Ça commence par une réunion à Bruxelles. Un groupe de députés allemands au Parlement européen crée une commission sur le système échelon au début des années 2000. Et quelle ne fut pas ma surprise d'être invité par ces députés allemands pour y intervenir. Je ne suis pas un spécialiste du tout de l'interception, mais les Allemands voulaient que j'intervienne dans cette commission pour parler justement du contenu, pas du contenant, c'est-à-dire de l'information, de la manière dont elle peut être manipulée, du risque informationnel. Et dans la foulée de la commission échelon, on a un deuxième contact avec l'Allemagne. Et là, deuxième surprise, qui établit le contact? Le contre-espionnage du Land du Bade-Württemberg, qui nous invite à Stuttgart pour une séance de travail. Chaque land a son propre organisme de contre-espionnage, qui est chapeauté par une sorte de coordination à Cologne. Et c'est assez impressionnant parce que c'est un bâtiment ultra moderne. Et dans la réunion, il y avait 8 personnes, 8 Allemands, le président plus 7 de ses collaborateurs. Et on a travaillé ensemble pendant 6 heures. Alors, qu'est-ce qu'on s'est raconté? Le président du Land nous a dit, vous savez, en Allemagne, il n'y a que 2 Länder, 2 systèmes comme le nôtre, qui sont plutôt méfiants par rapport aux États-Unis d'Amérique. Le contre-espionnage du Bade-Württemberg et le contre-espionnage de la Bavière. On a parlé de l'Europe, on a parlé des contradictions que l'Europe avait à assumer dans sa situation de dépendance, notamment économique, vis-à-vis des États-Unis. Et on était au cœur d'un système institutionnel allemand. Cette reconnaissance-là, elle s'est accompagnée d'une troisième forme de reconnaissance. Le fait que le GE soit mentionné dans un rapport du Sénat américain. 1 an plus tard, arrive Alain Juillet, quittant son poste de directeur du renseignement de la DGSE et prenant le poste de haut responsable à l'intelligence économique. Nouvelle occasion, éventuellement, de faire avancer le débat. Je dis à Alain Juillet, monsieur, il serait vraiment très important de constituer un nouveau groupe de travail sur la question de la guerre de l'information, qui devient un élément central des rapports de force, notamment sur le terrain économique. Alain Juillet dit d'accord. On a relancé l'intelligence économique. Il y a eu un rapport d'un député qui s'appelle Carayon. Derrière, il y a eu... Donc on m'a chargé, moi, d'une mission de lancement, qui est une aventure extraordinaire dans l'administration, parce que c'est rarissime de créer quelque chose de toute pièce. J'allais dire sans moyens en plus, parce que vraiment, il n'y avait pas beaucoup de moyens. On m'habilite pour participer en tant que seul privé au groupe interministériel
pour aboutir à un rapport. Il y a 2 sous-groupes, l'un sur la partie juridique, cette partie-là sera publiée, l'autre sur les modes opératoires. Je suis la cheville ouvrière de ce sous-groupe-là, cette partie ne sera pas publiée. L'intérêt, c'est la conclusion du rapport. Dans la guerre d'information, celui qui attaque gagne. Alors évidemment, l'intitulé du rapport était plus accommodant. On ne parlait pas de guerre de l'information par le contenu, on parlait de risque informationnel, de manipulation d'information. Mais cette conclusion de dire que, en guerre de l'information, celui qui attaque gagne, a fait qu'on a pris le rapport, on l'a mis dans un placard, on l'a fermé à double tour et on a jeté la clé par la fenêtre. Parce qu'il était choquant de dire et de poser la question: comment dans une démocratie peut-on se battre avec l'information dans une situation de guerre économique? C'était irrecevable. On a essayé de sensibiliser tout le monde à l'intelligence économique et à mettre en place les bases. Ce n'était que les bases, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas rêver, en 6-7 ans, vous ne pouvez pas construire quelque chose d'aussi complet que l'intelligence économique, mais vous pouvez sensibiliser les gens, vous pouvez leur ouvrir les yeux et leur expliquer comment ça marche. Il a fallu attendre 4 ans pour que de nouveau l'institution revienne vers nous. Et là, Charles Palavant, mon adjoint, Bartol Zikovic, qui s'occupait de la communication et qui s'occupe toujours de la communication de l'EGE, mettent en place un système pour faire un film qu'on a appelé Trace, qui était à vocation purement pédagogique. La petite victoire qu'on a remportée à ce propos, c'est que tout le monde a contribué, tout le monde côté service spécialisé, à sa réalisation. Et c'était un pas. Et puis arrive ce que nous essayons de réaliser comme élément marquant: les états généraux de l'intelligence économique. Là, on a essayé de faire parler les représentants du monde de l'intelligence économique en France. Et à la fin, le ministre de l'Intérieur est venu conclure ce colloque qui marquait en quelque sorte le début d'une reconnaissance officieuse de l'école de guerre économique en tant qu'acteur réel qui, pas à pas, essayait de créer en France une culture du combat par l'information pour aider les entreprises françaises, mais aussi aider ce pays à remporter des victoires dans la compétition économique mondiale. Il y a une autre question qui m'arrive à l'esprit, mais c'est quoi notre force de frappe? Est-ce qu'on a une force de frappe? D'abord, c'est des sites internet. On en a plusieurs. Le site de l'école, ege.fr, infoguerre.fr, qui est là où on publie tous les travaux des étudiants. Et c'est pas un site classique. C'est une base de connaissances sur la guerre économique et de la guerre d'information. Il y a le portail de l'intelligence économique. L'État n'a pas su faire de portail sur l'intelligence économique. Le GE porte avec ses étudiants, ce sont eux l'équipe rédactionnelle, depuis le début, le seul portail qui a tenu le coup sur l'intelligence économique en France. Il y a ensuite des rapports d'alerte. Les rapports d'alerte, on en a sorti par rapport à Daesh et la guerre de l'information. On en a sorti un sur la Chine au moment de la pandémie. Il y a des rapports de vigilance, de nouveau sur la Chine ou sur les États-Unis. On a sorti des dossiers spécialisés avec un intitulé qui peut inquiéter, mais qui est volontairement inquiétant. J'attaque. Et le premier J'attaque qu'on a sorti, c'est sur l'Allemagne, la manière dont nous, Français, nous avons été affaiblis par nos amis allemands sur un enjeu majeur qui est comment éclairer les Français. Un jour, on a eu l'idée de faire une analyse sur les failles du groupe General Electric au niveau mondial. Et c'est des syndicalistes de la CFE-CGC et du syndicat Sud qui viennent nous voir à l'école de guerre économique
et qui nous disent « On a lu votre rapport, suite à l'affaire Alstom, on a eu envie de vous rencontrer ». Et cette rencontre a donné lieu à la création d'un collectif qui s'appelle Reconstruire et dont la vocation aujourd'hui est éventuellement de créer un fonds pour permettre à des entreprises de créer de l'activité en France. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, on a mené un exercice sur la viande artificielle. Notre système agroalimentaire était menacé par ce qu'on appelle un nouvel entrant. Ce nouvel entrant, des gens de la Silicon Valley, des alliés de l'agroalimentaire américain, tout ça étant un enjeu majeur pour la France par rapport à une structure qui veut tout simplement se substituer à elle sur la question vitale de l'agriculture. Donc ces différents exercices, ils sont dans la vie quotidienne des gens, dans l'activité économique, et pour bien démontrer que cette guerre économique, elle est tout sauf abstrait. Tout cet ensemble est complété aujourd'hui par un deuxième ensemble, qui est la production du Centre de recherche 451, son ouvrage, Guerre économique qui est l'ennemi, ses documentaires, sa chaîne YouTube, CR451. Je crois qu'à ce niveau-là, le jeu est un exemple étonnant et unique. Mais c'est des gens de l'école de guerre économique. Le club OSINT, le club Open Source Intelligence de l'école de guerre économique. Bonjour et bienvenue à l'école de guerre économique. Ganz anders die Franzosen. Dort gibt es nämlich schon seit 1997 die École de guerre économique. A new video released by the French School of Economic Warfare. In a recent report published by the Economic Warfare School. On nous accuse souvent d'avoir eu raison trop tôt. Un peu comme une espèce de calvaire qui suit toute cette histoire de 25 ans de GE. Mais parfois, ça peut être aussi une opportunité assez étonnante. Je prends un exemple. Dernièrement, le président de la République a institutionnalisé le mot « influence » comme fonction stratégique, nouvelle donc, de la politique de défense et de sécurité nationale. C'est gravé dans le marbre. Aussi, l'influence sera-t-elle désormais une fonction stratégique, dotée de moyens substantiels, coordonnée au plan interministériel, avec, pour sa déclinaison internationale, un rôle central du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là ? Eh bien, on peut dire, sans rougir, que s'il y a bien eu une structure en France qui, dès le départ, c'est-à-dire depuis 25 ans, a eu au cœur de sa pédagogie, au cœur de ses exercices pratiques, au cœur de ses méthodologies, au cœur de ses grilles de lecture, un mot structurant, c'est le mot influence. Ce qui veut dire qu'en fait, l'école de guerre économique, c'est depuis 25 ans l'école de l'influence. Cette notion-là, l'école de guerre économique en est le garant présent, mais aussi futur.